Tu portes malheur. Ne reviens pas. Voilà le message que ma mère m'a envoyé à 23h51. Une seconde plus tard, une autre notification s'est affichée. Ma sœur avait adoré le message. Elle avait même ajouté un cœur, validant mon exclusion de la famille. Je fixais l'écran. Mes mains ne tremblaient pas. Mes yeux ne piquaient pas. J'ai seulement senti un déclic froid et dur dans ma poitrine. Comme une serrure qui se verrouille. J'ai attrapé mon ordinateur portable. Un seul courriel m'attendait. De mon avocat. Objet, mise en demeure finale. Signature requise. Urgent. Ils pensaient se débarrasser d'un parasite. Ils ignoraient qu'ils défiaient la mauvaise personne. J'ai sorti ma clé de sécurité de ma poche et je l'ai branchée sur le côté de l'ordinateur. L'écran est passé au vert. J'ai tapé 2 mots. Exécuter l'ordre. Puis j'ai appuyé sur Entrée. Et en un instant, je n'étais plus leur fille. J'étais leur propriétaire. Pour comprendre l'exécution, il faut d'abord voir le crime. 3 heures plus tôt, je me tenais sur le perron de la propriété familiale, les jointures blanchies contre la sonnette. La tempête de neige ne tombait pas, elle attaquait. Des billes de glace me fouettaient le visage comme de la chevrotine. Mon manteau, un mélange de laine bon marché acheté dans une zone commerciale, était déjà trempé jusqu'à la doublure. La lourde porte en chêne s'est entr'ouverte. Une lumière dorée et chaude s'est répandue dehors, avec une odeur de romarin et de cire d'abeille hors de prix. Ma sœur, Margot, est apparue dans l'entrebâillement. Elle portait une robe en velours écrasé qui scintillait sous les lumières du hall. Elle m'a détaillée, trempée, grelottante, les cheveux collés au crâne, et a plissé le nez. Beurre, Claire. Tu sens les gaz d'échappement et la laine mouillée. Tu as vraiment pris le bus par alerte météo? Les tarifs des voitures avec chauffeur avaient explosé, Margot. Laisse-moi entrer. Elle a éclaté d'un rire sec, cassant. Certainement pas. Tu empestes les transports en commun. Reste sous l'auvent 15 minutes. Que le vent t'aère un peu. Ensuite, je verrai si tu es respirable. La porte a claqué. Le verrou a glissé avec un bruit sourd. Je suis resté là. L'auvent ne servait à rien contre la neige poussée de travers. Je m'appelle Claire. Je dirige une société qui extrait des otages de zones de guerre et évacue des dirigeants de pays au bord de l'effondrement. J'ai négocié avec des chefs de milice. Mais sur ce perron, je n'étais que la pièce de rechange. L'erreur. J'ai regardé ma montre. 14 minutes. J'ai enduré chaque seconde. Le froid s'infiltrait jusque dans la moelle, faisant souffrir mes os. Il pensait m'apprendre l'humilité. Il me donnait du temps pour faire les comptes. Quand la porte s'est enfin rouverte, mes doigts étaient trop engourdis pour déboutonner mon manteau. Je suis entrée, laissant des flaques d'eau sale sur le carrelage immaculé. Stop! Ma mère, Brigitte, a surgi du salon. Je me suis dirigée vers une pile de serviettes blanches moelleuses, posées sur la console du couloir. Elle m'a frappé la main. Tu es folle? Ce sont en coton égyptien. Elles sont pour les invités. Son regard a balayé la pièce avec panique. Puis elle a saisi un chiffon gris roulé en boule dans un coin, celui qui sert à essuyer les pattes du chien après les promenades boueuses, et me l'a lancé. Il était raide de saleté séchée et sentait le poil mouillé. Utilise ça. Et reste sur le carrelage jusqu'à ce que tu sois sèche. J'ai pressé le chiffon sale contre mon visage pour essuyer la pluie glacée. De l'autre côté de la pièce, mon père, Robert, était assis près de la cheminée flamboyante. Il faisait tourner un liquide ambré dans un verre en cristal. Il m'a regardé. Puis a observé la flaque autour de mes bottes. Il n'a rien dit. Il s'est simplement tourné vers le feu et a bu une gorgée de son whisky. C'est à cet instant que le dernier fragment d'espoir, celui que cette famille m'aimait, s'est dissous. Remplacé par une arithmétique froide. Le dîner a été servi sous le lustre ancien en cristal. 4 couverts étaient dressés avec la belle porcelaine, le service de la maison royale d'Oulton, acheté autrefois à Londres par ma grand-mère. Margot était déjà assise. En me voyant approcher de la chaise vide à côté d'elle, elle a aussitôt posé son sac Hermès orange sur le coussin. Prix. Il y a 4 chaises, Margot. Nous sommes 4. C'est un Birkin à 18 000 €. Le cuir serait s'il touche le sol. Et franchement, il vaut plus que toute ta vie. Donc il garde la place. Elle a caressé le sac comme un animal domestique. Prends le tabouret de l'îlot central. Tu as l'habitude des sièges de bar, non? Ma mère a posé la dinde avec fracas. Prends le tabouret, Claire. Ne fais pas d'histoire. Ton père est déjà. Elle a jeté un regard vers le bout de table. Robert ne nous regardait pas. Il fixait son verre de vin.
Son visage avait viré au rouge sombre. Il a claqué des doigts vers ma mère. La lettre, Brigitte. Je sais que tu l'as cachée. Elle s'est figée, la cuillère suspendue au-dessus de la purée. Je ne vois pas de quoi tu parles. La lettre recommandée. Robert a frappé la table. Les couverts ont sursauté. J'ai vu le facteur la scanner. Les impôts n'envoient pas un recommandé pour bavarder. Tu l'as mise dans le bureau? Si jamais ils contrôlent les comptes à l'étranger parce que tu as été assez stupide pour. Pas devant elle. A sifflé ma mère en inclinant la tête vers moi. Robert a tourné son regard vers moi. Oui. L'espionne. J'ai traîné le tabouret en bois depuis la cuisine et me suis installée à l'angle de la table. Mon menton dépassait à peine de la nappe. J'avais l'air d'une enfant punie. Le tonnerre fit vibrer les vitres. Le lustre clignota une fois, puis deux, projetant de longues ombres dansantes sur leur visage. Je ne touchais pas à mon assiette. Je regardais simplement ma montre. 23h38. Pourquoi tu ne manges pas? Demanda Margot, arrachant un morceau de pain, le beurre coulant sur son pouce. Oh attends. Tu boudes? La petite qui prend le bus est vexée de ne pas avoir une vraie chaise? L'aiguille des secondes passa sur le 12. 10. Excusez-moi, murmurai-je. 9. 8. Margot cessa de mâcher. Elle recommence. Elle fait sa folle. 7-6. Arrête. Aboya Robert. Arrête de compter. Je levai les yeux. Pour la première fois de la soirée, je souris. Ce n'était pas un sourire aimable. C'était le sourire de quelqu'un qui connaît déjà la fin du film. Vous l'entendez? Demandai-je doucement. La pièce se figea. Seulement le vent qui hurlait dehors. Entendre quoi? La voix de Margot trembla. Les pâles, répondis-je. Elles viennent encaisser la dette. Le monde s'éteignit. Une seconde, le lustre luttait contre la tempête. La suivante, la pièce fut engloutie dans un noir absolu, étouffant. Le verre en cristal de mon père explosa au sol. L'odeur du whisky hors de prix envahit l'air. Ils ont coupé la ligne. Hurla Robert. Ce n'était plus la voix d'un patriarche arrogant. C'était le cri aigu d'un homme coupable. C'est une coupure nette. Il fonça avant d'entrer. Je te l'avais dit, Brigitte. Je t'avais dit que le virement au Caïman était signalé. Robert. La voix de ma mère tremblait depuis la cuisine. Qui est là? C'est le vent? Ce sont les agents du fisc. Balbutia mon père, désormais à bout de souffle. Ils ont trouvé les comptes offshore. Ils viennent saisir la maison. Un faisceau bleu-blanc déchira l'obscurité. Margot avait allumé la lampe de son téléphone. La lumière balayait la pièce, révélant des éclats de panique. Une bouteille de vin renversée saignant sur la nappe. Ma mère agrippant ses perles. Mon père recroquevillé sous la lourde table en chêne comme un animal traqué. Puis la lumière me trouva. Margot stabilisa sa main. Le faisceau me cloua au mur comme un insecte. Je plissai les yeux, mais je restai assise sur mon tabouret. Les mains posées sur mes genoux. C'est toi, souffla-t-elle, hystérique. Tu as fait ça. Tu les as prévenus pendant qu'on dînait. Espèce de traîtresse. Tu as dénoncé le contrôle fiscal pour te venger. Elle fit un pas vers moi. Sorcière. Tu nous as détruits. Boum. Le plancher vibra sous mes pieds. Ce n'était pas le vent. C'était un impact rythmique, lourd, qui frappait la maison comme un coup physique. Les verres en cristal se mirent à tinter. Ce n'est pas une voiture, murmura ma mère en se plaquant contre le réfrigérateur. Robert, ce n'est pas la police. C'est une unité d'intervention. Mon père gémit sous la nappe. Transport lourd. Ils ont amené un bélier. Mon Dieu, je vais aller en prison. La vibration s'intensifia. Les fenêtres tremblaient dans leur cadre. De la poussière tombait du plafond tandis que la maison battait au rythme mécanique venu de l'extérieur. Je regardais les visages terrifiés de ceux qui se moquaient de moi 5 minutes plus tôt. Ils se mettaient à nu. Confessaient leurs crimes dans le noir. Terrifiés par un monstre qu'ils ne voyaient pas. Moi, je savais exactement ce qui se trouvait dehors. Le bruit cessa d'être un son. Il devint une agression physique. La pression chuta brutalement. Mes oreilles se bouchèrent douloureusement. Sur la cheminée, un lourd vase en cristal vibra jusqu'au bord du marbre, puis explosa sur l'âtre, projetant des éclats sur le tapis. Puis le soleil se leva à minuit. Un faisceau blanc, aveuglant, céleste, traversa la baie vitrée. Ce n'était pas une lampe. C'était un projecteur de recherche, comme ceux utilisés pour traquer des fugitifs en cavale. La lumière balaya la salle à manger, effaçant les ombres et transformant ma famille en spectre pâle et tremblant.
Ils entrent, hurla Robert. Il enfouit son visage dans le tapis persan, se couvrant la tête. Brigitte à terre. Ils ont des tireurs d'élite. Il releva les yeux vers l'éclat nucléaire. Il me vit. Toujours assise. Calme. Immobile. Ses yeux s'écarquillèrent. La panique remplaça l'arrogance. Il se traîna vers moi à quatre pattes et agrippa le bas de mon jean trempé. Toi, souffla-t-il. Claire. Va dehors. Pardon? Va dehors. Il tira sur ma jambe, ses ongles s'enfonçant dans ma cheville. Sors par la porte d'entrée, les mains en l'air. Dis que c'est toi. Dis que tu as falsifié les comptes. Tu n'as rien à perdre, Claire. Tu n'es personne. Moi, j'ai une réputation. J'ai le domaine. Je le fixais. Tu veux que je porte le chapeau pour ta fraude fiscale? Tu nous dois ça. Hurla-t-il, de la salive aux lèvres. On t'a logé et nourri. Va sauver cette famille. Je baissai les yeux vers lui. L'homme qui m'avait terrorisé pendant 30 ans. Celui dont j'avais détruit ma santé pour mériter l'approbation. Il n'était plus qu'un lâche en chemise tachée de sueur, prêt à échanger sa fille contre une réduction de peine. Crac! Les doubles portes d'entrée ne s'ouvrirent pas. Elles explosèrent vers l'intérieur. La serrure vola en éclats sous la puissance du souffle des rotors. Un mur de vent glacé et de neige s'engouffra dans le hall, tourbillonnant jusqu'à la salle à manger comme une mini-tempête. Les papiers s'envolèrent du bureau. Les rideaux fouettèrent l'air, renversant une lampe. À travers la porte éventrée, le monstre apparut. Suspendu dans le ciel noir, à une quinzaine de mètres au-dessus de la pelouse, se tenait un Léviathan. Un Sikorsky S-92 noir, ses rotors lacérant les nuages, luttant contre la bourrasque pour rester en position. Des silhouettes descendaient. 3 hommes en tenue d'intervention complète glissèrent le long de cordes, atterrissant sur la pelouse. Mouvement précis. Arme basse. Lampe frontale perçant la neige. Ils montèrent les marches. Leurs bottes frappèrent le marbre. Ne tirez pas. Hurla Margot, se jetant derrière le canapé. Je ne le connais pas. Je ne sais rien de l'argent. La première silhouette entra dans la salle à manger. Un géant en armure noire, pluie ruisselant sur sa visière. Il balaya la pièce du regard. Mon père recroquevillé au sol. Ma mère en larmes près du réfrigérateur. Il enjamba les jambes de Robert. Et vint droit vers moi. Le soldat leva la main et détacha son masque d'oxygène. C'était le capitaine Reed, mon chef de la sécurité. Il avait l'air épuisé. Traverser la tempête avait été brutal. Il ne cria pas à terre. Il ne sortit pas de menottes. Il ouvrit une pochette étanche fixée à son gilet et en sortit un casque anti-bruit élégant. « Madame » cria-t-il par-dessus le rugissement des turbines. « Veuillez excuser l'entrée spectaculaire. La tempête a immobilisé les appareils légers. Nous avons dû engager le transport lourd. » Je me levai. Mon père lâcha ma cheville, bouche ouverte. « Quoi » souffla-t-il. Reed l'ignora. Il ne regardait que moi. Le conseil d'administration se réunit, madame. Le vote sur la fusion à Tokyo débute dans 20 minutes. Ils ont besoin de votre clé biométrique pour valider l'acquisition. Je pris le casque. Je le posai sur mes oreilles. Le vacarme de l'hélicoptère devint un simple bourdonnement lointain. Merci, capitaine. Claire, la voix de Margot était minuscule derrière le canapé. Qu'est-ce qui se passe? J'ajustai le micro. Le travail, Margot. Ça s'appelle le travail. J'enjambais les jambes de mon père. Il était toujours étalé sur le tapis, fixant le plafond comme un homme qui vient de voir un fantôme. Claire, attends. Cria Margot en se relevant. La maison? Tu ne peux pas nous laisser ici avec la police qui arrive. Il n'y a pas encore de police. Mais le raid? Je détiens l'hypothèque. Le silence qui suivit pesa plus lourd que la tempête. Meridian Trust, déclarai-je en laissant le nom flotter dans l'air glacé. La société écran qui a racheté votre créance douteuse il y a 3 ans, c'était moi. Je fis signe à Reed. Il me tendit une tablette. Je fis défiler l'écran et le tournai vers eux. Clause 14, section B. Protocole de moralité et de solvabilité. Le locataire doit rester libre de toute enquête fédérale et maintenir sa solvabilité personnelle. Je fixai mon père. Robert, tu fais l'objet d'un contrôle fiscal. Margot, tu as 6 cartes bancaires au plafond et un gage sur ton véhicule. Je ne détournai pas les yeux. Le bail est caduc. Ceci est une expulsion. Reed s'avança. Il ne sortit pas d'arme. Il brandit un document frappé d'un sceau officiel. Ordonnance judiciaire de saisie.
Il sortit un sac plastique transparent scellable et le tint ouvert devant Margot. « Madame, placez l'objet dans le sac. » Margot serra le cuir orange contre sa poitrine. « Mon Birkin, vous ne pouvez pas le prendre. C'est un cadeau. Il est inscrit comme garantie contre la dette en défaut, répondit Reed d'une voix d'acier. En cas de refus, j'ajoute obstruction à l'exécution. Margot me regarda, suppliante. Je ne clignai pas des yeux. Les mains tremblantes, elle laissa tomber le sac à 18 000 € dans le plastique. Zip sec. Les clés de la Porsche, ajouta Reed. Elle les laissa tomber à leur tour. Elle pleurait maintenant. Dépouillée des deux seules choses qu'elle avait réellement aimées. Zone sécurisée, annonça Reed dans son micro. Il me tendit un mousqueton relié au câble du treuil descendant du plafond. Je l'attachai à mon harnais. Je regardai ma famille une dernière fois. Ils se tenaient dans l'obscurité, dans une maison qui ne leur appartenait plus, ne possédant rien d'autre que leur arrogance. Bonne chance pour le contrôle fiscal, dis-je. Je fis le signal. Le treuil s'enclencha. Mes pieds quittèrent le marbre. Je m'élevai dans la tempête. La neige tourbillonnait autour de moi. Un instant suspendu entre deux mondes. L'enfer glacé en bas. Le sanctuaire d'acier au-dessus. Des mains fermes saisirent mon harnais. Le capitaine Reed me hissa sur le plancher métallique du Sikorsky. La lourde porte coulissante se referma, coupant le vent, le froid et les cris de ma famille abandonnée sur la pelouse. À l'intérieur, le silence n'était pas vide. Il vibrait du ronronnement des turbines et de l'odeur du kérosène. Je détachai le harnais et m'assis. À travers la vitre épaisse, je vis enfin les gyrophares bleus des véritables voitures de police remonter l'allée. 10 minutes trop tard pour sauver l'orgueil de mon père. Pile à l'heure pour l'arrêter. La justice n'est pas rapide. Mais elle est absolue. L'équipe d'expertise comptable mit 4 mois à démêler les chevaux de sociétés écrans que mon père avait bâtis. Le procès dura 3 semaines. Robert plaida sans contester 3 chefs d'escroquerie électronique et un chef de fraude fiscale. La juge ne fut pas impressionnée par ses manières de club privé. Elle le condamna à 6 ans de prison, avec possibilité d'aménagement après 4 ans. Le tribunal ordonna également le remboursement de 1 420 000 €. Margot ne s'en est pas mieux sortie. Sans le fonds familial pour amortir sa chute, la réalité l'a percutée de plein fouet. 45 jours après l'intervention, elle a déposé un dossier de faillite personnelle. La dernière nouvelle, la Porsche a été vendue aux enchères pour 55 000 € afin de payer ses frais d'avocat. Les voisins, ceux qu'elle cherchait désespérément à impressionner, ne l'ont pas soutenue. Ils ont murmuré. Les invitations au gala d'été ont cessé. Son capital social s'est effondré encore plus vite que sa cote bancaire. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas sabré le champagne. J'ai simplement signé l'acte de vente du domaine. Puis j'ai versé l'intégralité du produit à une association qui finance l'éducation budgétaire pour les jeunes en situation précaire. 6 mois plus tard, le fantôme a tenté une dernière apparition. Un mardi matin. J'étais assise sur mon balcon, café à la main, observant le soleil se lever sur les toits de la ville. L'air sentait le jasmin et les gaz d'échappement. L'odeur de la liberté. Mon assistante avait déposé le courrier. Au-dessus de la pile, une enveloppe blanche sans prétention. Adresse d'expéditeur, centre pénitentiaire, nord de l'État de New York. L'écriture était tremblée. Désespérée. Je l'ai ouverte. Claire. Je l'ai fait pour nous. Je reste ton père. Tu me dois une visite. Nous devons parler de l'appel. Il négociait encore. Il pensait encore avoir un levier. Je regardais la lettre. Mon pouls resta stable. Mes mains immobiles. 1 an plus tôt, cette lettre m'aurait englouti dans la culpabilité. J'aurais disséqué le mot devoir. À présent, je ne voyais que de l'encre sur du papier. Je ne l'ai pas brûlé. Je ne l'ai pas déchiré avec grandiloquence. Je suis entré. Je l'ai glissé dans la déchiqueteuse. J'ai regardé les lames croiser sa manipulation jusqu'à la réduire en confetti. Puis j'ai bu une gorgée de café. Et je suis allé travailler. Ce soir-là, j'ai dîné avec le capitaine Reed et ma nouvelle directrice des opérations, Sarah. Nous étions installés à l'angle d'une brasserie bruyante, partageant des assiettes de pâtes et du vin ordinaire. Nous avons ri d'un quiproquo logistique au Soudan jusqu'à en avoir mal aux côtes. Personne n'a critiqué ma tenue. Personne ne m'a relégué sur un tabouret. Personne ne m'a demandé de rapetisser pour se sentir grand. Voici la leçon pour laquelle j'ai payé le prix d'un manoir. Les psychologues appellent cela le mécanisme du bouc émissaire. Les familles toxiques fonctionnent comme des sectes.
Elles cultivent l'illusion d'être parfaites, exceptionnelles. Mais au fond, elles savent qu'elles sont fissurées. Robert savait qu'il était un imposteur. Margot savait qu'elle était superficielle. Mais affronter cette vérité les aurait détruits. Alors ils avaient besoin d'une poubelle. Quelqu'un où jeter leur honte, leurs échecs, leurs insécurités. C'était moi. Tant que j'étais le mauvais présage, ils pouvaient se croire vertueux. Tant que j'étais l'échec, ils pouvaient se sentir réussis. J'ai cessé d'être leur dépotoir. Et le jour où j'ai refusé de porter leurs déchets, ils s'y sont noyés. Si vous écoutez ceci et que votre estomac se noue chaque fois que vous vous garez devant la maison de vos parents, écoutez-moi. Le silence est le cri le plus fort. J'ai passé des années à me justifier. À expliquer mes choix. Cela ne fonctionne jamais. Les explications ne font qu'alimenter l'incendie. Le véritable pouvoir avance en silence. On n'annonce pas son départ. On part. Il faut comprendre le coût irrécupérable du sang. C'est la règle la plus difficile. On nous programme à croire que l'ADN partagé est un pacte irrévocable. On pense devoir loyauté à ceux qui nous ont donné la vie. Mais une famille qui exige que vous amputiez des morceaux de votre âme pour être accepté n'est pas une famille. C'est une prise d'otage. Vous avez le droit de partir. Même si vous avez leurs yeux. Le succès est le meilleur exorcisme. Je ne pouvais pas guérir dans cette maison. On ne se rétablit pas dans l'environnement qui nous a rendus malades. J'ai dû bâtir une forteresse de compétences et d'indépendance financière si haute que leurs insultes ne pouvaient plus m'atteindre. Regardez votre téléphone. Faites défiler vos contacts. Qui est la personne à qui vous avez peur d'annoncer une bonne nouvelle? Qui vous fait vous sentir minuscule simplement en voyant son nom s'afficher? Cette personne est une ancre. Elle vous tire vers le fond pour se noyer avec vous. Coupez la corde. Je m'appelle Claire. Et je suis libre. He's ready for golf. Oh, yeah, I'm Oh ready, my god, I'm guys. scared. Look at this. Oh my god. Bob. Oh. Poor woman can't scream. I can't scream. I know, guys. I know. This is stupid. This is so stupid. That round was all you. That was Another all point me. for women. That was all me. I did some Okay. damage. Yes. I did that. That smoke was peak. Support woman. Yeah, we support Are you women. EQing? What's happening? It's because you guys. We are could do here. another one. It was all due to Oh. your land. Oh, Oh, we don't- we look at don't. that. oh, we don't want that. Oh, oh no, it's okay. Wait, Probably Isn't it? supported woman around here, but Are we play it's again not. or what? is my thing? You guys don't want to support women? Oh, Yeah. What wait. the heck? Oh, Nancy, why'd you say that? I'm What? just cute. I'm just cute. Can't be I'm actually the go rough, biggest woman bruh. supporter here. Peak Just want that to be blunder. known to everybody. Wow. Just in case, no confusion. I got 3 kills, a big 3. Informative. Big I'll pay for your 3. guys' pad. Don't worry. Singular. Anybody's pad. What? Singular pad on him. Harsh. A Let me know. singular one. Yeah, I'll let you know. Yeah. I support women, not a woman. What? I support all women. Now I'm self-conscious about how loud I'm being, guys. Like, I really don't know. Like, am I, like, screaming or no? Like, am I... What do I do?